Bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau podcast de Golasso TV. On va évoquer aujourd'hui l'actualité forte du moment avec l'arrivée de Ruben Amorim à Manchester United. Donc voilà, on va évoquer un peu tout ce qui s'est passé durant ces 2 dernières semaines et toutes les déclarations et tout ce qui a pu se dire et se voir durant ces derniers jours. Pour évoquer tout ça, j'ai avec moi Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Salut Alex, bonsoir ou bonjour à tous nos auditeurs. Très content d'être de retour et de parler de ce sujet. Après, si tu veux vraiment tout évoquer, Alex, ça va être un long podcast, mais Alors, voilà. on va essayer d'être plus précis. Je vais décrire le sommaire un peu plus tard, mais on va pas tout évoquer évidemment, mais on va bien présenter Ruben Amorim pour les supporters de Manchester United et aussi on va essayer de voir aussi de notre côté ce que les supporters de ce grand club souhaitent l'entraîneur portugais mette en place. J'ai avec moi Dani. Comment tu vas, Dani? Très bien. Très belle semaine. Très bon week-end. Super. Vraiment, on fait pas mieux. Et toi, Alex? Ça va, merci. J'ai enfin notre invité du soir, Chris Moa, qui est supporter de Manchester et qui va du coup nous dire ce qu'il en pense un peu de cette arrivée de l'entraîneur portugais. Comment tu vas, Chris? Bonsoir Alex, bonsoir tout le monde. Ça va super, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc au niveau du sommaire, on va d'abord évoquer évidemment les débuts de Ruben Amorim, son parcours. Alors c'est un entraîneur qui est très jeune, hein, qui a seulement 39 ans et qui a débuté il y a environ 5-6 ans à Casa Pia, donc il avait 33 ans. Donc très jeune entraîneur qui a commencé sa carrière d'entraîneur très très jeune parce qu'il a arrêté sa carrière de joueur très très tôt. Pour ceux qui ne savaient pas, Ruben Amorim était un joueur qui a globalement évolué toute sa carrière dans le championnat portugais. Il a juste fait une pige au Qatar. Mais voilà, c'est un international portugais. Pas un immense joueur, mais un joueur qui a fait sa petite carrière au Portugal. Donc on va parler un peu de ses débuts en tant qu'entraîneur. Nous allons parler ensuite de son impact au Sporting, forcément le club où il est resté le plus de temps, où il a gagné le plus de choses. Donc on va évoquer tout ça. Ensuite nous allons évoquer aussi l'impact qu'il a eu sur le football portugais, que ce soit au niveau de son style de jeu, de sa communication qui a été assez rafraîchissante. Et nous allons parler ensuite de son avenir, de son passage à Manchester United et de ce qu'il pourra apporter ensuite à ce club-là. Les amis, on va commencer tout de suite. On va commencer par les débuts de Ruben Amorim. Donc débuts qui se sont passés à Casa Pia. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a fait seulement que 4 matchs en troisième division portugaise où il a remporté 3 matchs, un match nul. Mais voilà, il avait déjà un peu marqué de son empreinte, son style de jeu, sa personnalité. Il y a une anecdote qui est racontée par un joueur comme quoi il a payé le loyer d'un de ses joueurs parce que ce joueur-là était en difficulté financière. Donc ça a marqué un peu son groupe. Et voilà, mais là on va surtout revenir un peu sur l'épisode Braga, Mathieu, avec toi, parce que t'es supporter de Braga et mine de rien en 13 matchs, il a fait 10 victoires. Et surtout, il a permis au club de remporter une Coupe de la Ligue. Parmi ces 10 victoires, il y a 2 victoires contre Porto, 2 victoires contre le Sporting et une victoire contre Benfica. Donc voilà, il a fait quand même de bonnes choses chez vous. Il est parti un peu tôt. Il a fait seulement 13 matchs. Voilà, Mathieu, un peu qu'est-ce que tu en as pensé de ces 13 matchs et bon, on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est important de revenir un peu pour contextualiser un peu la chose. Ouais, t'as raison. Avant ces 13 matchs, t'as surtout aussi le début à Braga qui est aussi en équipe B. Oui. Il arrive par cette porte-là surtout et la théorie dit que Salvador, théorie un peu complotiste, hein, mais en tout cas, je dirais que Salvador avait nommé un peu Sampito peut-être à l'époque pour potentiellement le virer assez vite et mettre Ruben Amorim dans des conditions, de le propulser un peu, étant donné que c'est vrai qu'il avait une carrière d'entraîneur avant ça très, très restreinte et pas de diplôme. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de diplôme à l'époque et ça avait beaucoup fait parler, mais ouais, que ce soit en équipe B ou en équipe A, ça a été une fusée, une météorite, dans le sens d'un point de vue de la compréhension de ces genres de ces idées, très rapidement on voyait des choses assez impressionnantes, des automatismes assez impressionnants et toujours via ce fameux système dont je pense qu'on va reparler en long et en large durant ce podcast qui est ce 3-4-3 et finalement on n'a jamais connu Amorim avec autre chose quasiment. Très très tôt c'était sa marque de fabrique. On en parlera peut-être un peu après aussi, mais
peut-être pas l'entraîneur au Portugal qui a mis ça en place et c'est peut-être pas la chose la plus révolutionnaire qu'il a fait, mais en tout cas dans ce cadre-là et ce système-là, ça a été marqué par des automatismes très très forts et par des équipes qui savaient très rapidement répondre à ces exigences d'un point de vue du jeu. Et même très très tôt, tu vois, par rapport à cette communication, par rapport à ce leadership, même dans les premiers entretiens qu'on pouvait avoir des petites capsules de la part de la communication de Braga sur quand il était entraîneur de la B, on voyait déjà quelque chose de tout ce qu'on a écouté en fait en conférence de presse encore il y a quelques semaines et ce qu'on a écouté que le grand public a écouté au Sporting pendant 3-4 ans, on l'entendait déjà au départ. On avait déjà un discours qui était très rafraîchissant, très honnête, très porté aussi à la fois sur le jeu et très porté sur son métier d'entraîneur. Et donc ouais, dès le départ ça a été un sentiment d'être un peu l'entraîneur quand il arrive en équipe première, un peu l'entraîneur, et je vais reprendre les termes d'un grand philosophe, à Braga, jeune, ambitieux, qui est porté sur le jeu et qui très très tôt en fait qui a été vraiment l'homme responsable un peu de ce changement de mentalité au club dans cette capacité à battre les grands, et parce que c'est vrai que ça faisait quelques années que Braga avait du mal face à Porto, face à Benfica à cette époque-là. Ça veut pas dire que toutes les saisons étaient mauvaises, hein, mais Abel avait fait du très bon travail, mais il y avait ce step face à Porto et face à Benfica notamment qui était difficile à passer, et lui il l'a passé en un mois en gagnant à Porto alors que ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas gagné à Porto, en gagnant à Benfica alors que ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas gagné à Benfica et presque 6-7 ans qu'on n'avait pas gagné à Lisbonne Nalouche, donc c'est plus la victoire de la Coupe de la Ligue qui ça faisait 5 ans que Braga attendait un titre en coupe, donc ouais, c'est vrai que ça a été une météorite, et à l'époque c'est vrai que en tant que supporter de Braga et dans le microcosme du club, on espérait beaucoup, on avait très rapidement peut-être des très très grandes ambitions par rapport à lui, et à ce départ une semaine avant le Covid en mars 2020 qui a changé beaucoup, qui a pas changé tant de choses que ça la saison de Braga. Enfin, ça a été compliqué avec les deux changements d'entraîneur, mais on a fini troisième au final. Mais c'est vrai que par la suite, il y aura toujours eu cette idée de qu'est-ce que Braga aurait été, ou qu'est-ce que Braga aurait fait dans les saisons à suivre si Ruben Amorim était resté au club. Et ça, malheureusement, on n'y répondra jamais. Je pense que les supporters du Sporting se posent exactement la même question maintenant, car c'est un peu le même contexte de partir un peu comme ça en cours de saison. Et voilà, c'est pour continuer un peu sur son parcours. Le président du Sporting Varandas décide de payer la clause qui était de 10 millions. Donc à l'époque, c'était paru comme une petite folie quand même, parce que payer la clause de 10 millions pour un entraîneur qui avait seulement 13 matchs en première division, ça pouvait être un peu fou, mais évidemment le pari était risqué, mais le pari a été bon. Donc voilà, ensuite on va pas revenir un peu tout ce qu'il a fait au Sporting, 2 titres, beaucoup de victoires, et surtout il a remis le club tout en haut de la scène au Portugal. Il en a fait la meilleure équipe du Portugal, donc bravo à lui, parce que quand on se rappelle dans l'état où était le Sporting il y a 4-5 ans, les travaux sont quand même assez colossaux. Donc voilà, on va parler du coup de son impact au Sporting, forcément, parce que c'est là où il a eu le plus de choses à faire, où il est resté le plus longtemps aussi. Dani, sur Sporting, qui était ton plus grand rival, et qui au final, depuis toutes ces années, a fait quand même bien mieux que ton club Benfica. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses succès, surtout, mais sur sa façon de comment il a pu un peu retourner la chose, comme j'ai pu le dire, on se rappelle comment était le Sporting à l'époque et comment est le Sporting maintenant, le changement de mentalité qu'il a apporté à cette équipe, et aussi le fait que quand il arrivait, le Sporting était très divisé, et aujourd'hui on voit un club qui est uni, qui est sur le même chemin. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce qu'il a mis en place au niveau grâce aussi à sa communication, de son style de jeu et des titres qu'il a conquis, bien évidemment? Quand il arrive, c'est clair, il est très loin de faire l'unanimité, il le dit encore aujourd'hui. Il arrive avec cette étiquette de Benfiquiste qui va entraîner le club rival. Mais il le dit aussi, ce côté-là lui permet aussi de comprendre ce qu'est Sporting et ce que doit devenir le Sporting, ce qui manque au Sporting, et que finalement, si tout se passe bien, tout le monde en ressort gagnant, lui compris. Et c'est ce qui s'est produit. Le club à ce moment-là
est entre guillemets à la rue, et il sait il doit tout refaire. Là, le parallèle, il se fait très rapidement avec Manchester United, hein. Il y a une formation qui fonctionne plutôt bien. Il y a un effectif qui ne correspond pas du tout à ce que va Mourinho et surtout qui ne peut pas être valorisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de gros transferts qui peut se faire par rapport à cet effectif. Il n'y a pas vraiment de valorisation, que ça soit sportivement ou financier. Donc, quand il arrive, moi, de mémoire, il lance très rapidement quelques jeunes, dont Nuno Mendes à l'époque et Thiago Tomas. Et dans le Euh, classement, et Eduardo Quaresma, qui se passe pas hyper bien, maintenant mieux, mais à l'époque pas. Bon, au début ça marche bien, c'est juste le match l'année qui marche bien. suit, c'est Inacio qui du coup sort un peu de nulle part et prend le relais. C'est ça, ouais. Mais très vite il fait un, entre guillemets un nettoyage et ce qui est appréciable à ce moment-là par rapport au Sporting, c'est que il se tourne très rapidement sur le dans le mercato dans le marché national. En fait, Euh, sur les 6 mois qu'il a eu, de janvier, pardon de couper, mais de janvier à mai, juin, qui a fini la saison, ça a permis en fait de limite de faire un audit pour lui, de voir de ce qu'il y mars, avait tu veux dire. de mars, ouais, pardon, de mars à juin, de vraiment faire un écrémage pour la saison C'est suivante, c'est ça? ça. Là où il pourra pas faire ça pour moi, pour United, dans le sens où il arrive en novembre, au Hmm. Sporting, il arrive vraiment quand la saison est bouclée. Je me souviens qu'il joue un derby contre nous, il le perd face à Nelson Verissimo. Derrière, il a pas grand chose à jouer. En fait, on le sait déjà que cette fin de saison sert vraiment à préparer la prochaine. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un board qui est aligné avec lui. Il y a vraiment une volonté de le mettre dans un confort pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions et en fait projeter ses idées et en fait démarrer la prochaine saison avec son plan de jeu et on va dire une sorte de 3-4-3 qu'il a pas vraiment qu'il a jamais vraiment lâché, qui est finalement son identité. Forcément les dynamiques elles ont évolué, les profils aussi ont changé parce que la première année où il est champion, on a un pote qui marque but sur but, qui dans le jeu n'est pas forcément très bon, mais qui marque c'est sa meilleure saison en termes de stats et qui change totalement par la suite dans le style de jeu d'Amorim. Mais en fait, il a apporté une stabilité au club qui n'avait plus. En fait, moi, j'ai 26 ans, j'ai jamais vu le Sporting comme ça. Hmm. Pour faire simple, j'ai jamais vu le Sporting très très fort. Je les ai vus à un moment intéressant avec Jorge Jesus quand il fait la passerelle Benfica Sporting, mais pareil à cette époque-là, il n'y a pas une énorme valorisation de la formation. Là, il y a des jeunes qui viennent, il y a des joueurs qui viennent aussi pour impacter directement et pouvoir potentiellement être vendus par la suite. Je pense à Ugarte qui est aujourd'hui à United, mais qui à l'époque fait Famalicão Sporting. Je pense à Pote qui fait Famalicão Sporting, qui est jamais parti, mais qui pour moi a le potentiel pour aller peut-être pas jouer chez United, mais en tout cas aller à un Tottenham ou un club comme West Ham, peut-être que Pote pourrait servir, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il arrive à faire de certains joueurs peut-être qui n'étaient pas forcément des cracks. Je pense à Nuno Santos aussi, des joueurs qui finalement vont être très importants pour lui et qui vont se battre pour lui, qui vont donner beaucoup d'énergie, qui vont être des joueurs avec beaucoup d'intensité, intelligents tactiquement, et c'est ce qui va lui permettre de démarrer la première saison avec un titre de champion et finalement mettre directement le public dans sa poche. Alors le public entre grosses guillemets parce que à cette époque-là on est sur le Covid, donc le stade est vide toute l'année. On n'en a jamais vraiment parlé. Moi j'aurais bien voulu voir comment Mourinho aurait pu réagir à cette époque-là avec le public dans le stade. Ça aurait peut-être été plus compliqué. Je dis pas que ça aurait changé énormément de choses, mais je pense qu'il aurait peut-être être mis en difficulté, pardon. Et sa communication, elle est juste à ce moment-là très bien et elle devient juste phénoménale par la suite. Alors moi j'ai un avis je pense qu'on en parlera plus tard dans le podcast, mais il y a peut-être des moments où il aurait pu faire mieux, où c'était un peu trop facile, mais globalement il a une image très attachante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il débarque à United et je pense que depuis Mourinho on n'a plus vu ça. Il y a un entraîneur avec une telle cote, avec un tel peut-être charisme aussi, AVB qui quand il débarque à Chelsea, bah il provoque pas le même enthousiasme et pourtant il avait Hmm. ce truc de mini Mourinho qui débarque là-bas. Mais Mourinho a quelque chose de spécial et c'est ce qui lui a permis de mettre le Sporting sur de bons rails et qui lui a permis aussi de faire du très bon boulot, mais dès le début. Euh, Tu vois, bah, je reviens un peu sur l'impact qu'il a eu au Sporting. Donc, si on parle de titres, il y a deux coupes de la Ligue, une super coupe, deux championnats. On rappelle quand même que le Sporting n'avait plus gagné le championnat depuis 19 ans. Quand Ruben Amorim arrive, il gagne directement dès la première saison, sans avoir un Sporting flamboyant, mais un Sporting qui gagne, qui est régulier, et surtout qui a une vraie mentalité de vainqueur où il y a plein de fois
où ils arrachent la victoire à la 90e, 92, 93, 90, plus 90 plus 10 même parfois au Portugal, notamment avec des buts de Coates sur coup de pied arrêté. Mais voilà, quel impact il a eu au niveau du Sporting et comment il a fait pour parce qu'il n'y a pas que lui, forcément, il y a son staff, il y a aussi la direction qui, comme a dit Dani, ont travaillé main dans la main avec un recrutement fait pour lui, etc. Mais comment t'expliques un peu qu'en si peu de temps, il a pu un peu redresser ce club qui était totalement endormi depuis des années à en faire une équipe qui bat Manchester City et la meilleure équipe du Portugal tout simplement et de loin. Il y a plusieurs choses. La première déjà, je pense, le fait d'avoir été payé 10 millions d'euros déjà à l'époque, je pense, était un point important dans le sens où on était sur l'actuel président du Sporting, Varandas, qui avait quand même égrené les coachs avant celui-là, entre les intérimaires et les coachs les coachs officiels. Donc c'est vrai que cette clause de 10 millions qui s'est transformée en quasiment 14 millions d'euros, parce qu'il faut pas l'oublier, et c'est la seule fois où je le dirais, qu'ils avaient pas l'argent pour payer Ruben Amorim, et que donc ils ont payé 4 millions de pénalité à Braga parce qu'ils avaient pas l'argent à l'époque, et donc ça s'est tourné à plus à 14 millions d'euros quand même. Parenthèse fermée, donc tout le package compris fait que tu peux pas vraiment le virer à moins que ça soit une catastrophe industrielle. Et donc il a déjà eu en fait un peu cette sécurité de l'emploi qui est quand même très rare pour les entraîneurs, même au Portugal. Et ensuite, avec cette sécurité, c'est vrai qu'il a le talent, et je parle vraiment de talent, d'avoir extrêmement bien compris le championnat portugais, que ça soit quand il était en D3 avec l'équipe de Braga et en D1 avec le Sporting et même Braga, c'est-à-dire que même s'il a quasiment jamais eu les meilleures individualités dans ces championnats, peut-être ces derniers mois avec le Sporting, c'est possible, il a peut-être le meilleur 9, l'un des tout meilleurs 6 du championnat, et il y a d'autres postes aussi compris. Mais si, comme tu l'as dit Alex, quand il arrive, même sa première saison, quand il a Thiago Thomas devant avant de l'arrivée de Paulinho, quand il a Jordan Cabral, quand il a certains joueurs, il est loin d'avoir les individualités du championnat. Mais il a parmi les meilleures individualités qui lui permettent de mettre en place son plan A et son plan A qui au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des mois a été extrêmement bien optimisé, que ça soit dans le bien ce 3-4-3, et bien un 3-4-3 avec ballon extrêmement bien automatisé, les sorties de balles, c'est le truc qui m'a toujours le plus impressionné, c'est que au Portugal, il est quasiment jamais pressé, et dans les matchs européens ou dans les matchs face aux grands, quand il était pressé, les sorties de balles étaient là encore extrêmement bien construites et extrêmement bien travaillées. Le plan avec ballon au départ, on l'avait souvent critiqué lors de la première saison, était peut-être un peu trop scolaire, et finalement t'étais là juste un peu à prévenir la transition défensive et espérer de marquer un but. Et c'est vrai que sur cette première saison, tu gagnes très rarement des matchs 3-4-0, hein, alors que t'es pourtant entre guillemets un grand au Portugal. Il y a beaucoup de victoires 2-1, 1-0. On avait beaucoup noté cette capacité du Sporting à défendre à la fois avec ballon et à la fois sans ballon, extrêmement forte. Et c'est vrai que sans ballon, le 5-4-1, même le 5-2-3 défensif qui pouvait mettre en place avait été extrêmement bien optimisé. Et donc en championnat, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, à partir de cette première année, le niveau de performance n'a fait qu'augmenter. Le Sporting commençait finalement à créer de plus en plus d'occasions par match et à de moins en moins concéder d'occasions. Et je pense que c'est aussi, tu vois, aujourd'hui, et surtout en première ligue, dans un monde très statistisé, je sais pas du tout si ça se dit, mais vous m'avez compris. En Angleterre, on a remarqué, je pense que son équipe, elle, d'un point de vue du rendement et d'un point de vue de la performance et d'un point de vue de la compétitivité, au Sporting, avoir un tel niveau sur 4 ans à peu près, même dans un championnat qui est un championnat bien en dessous de la première ligue, ça pose question, et ça donne qui est ce coach-là, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et ça, il a extrêmement bien réussi à le faire. Et c'est pour ça que je considère un peu encore comme un coach de championnat, dans le sens où sur la longueur d'un championnat, sur 38 journées, son équipe elle va finalement faire très peu de faux pas, et parce que son plan est très fort, et qu'il a très bien compris qu'au Portugal, il allait être dominant, il allait avoir beaucoup plus le ballon, et donc et que Porto Benfica et Braga, tu les affrontes que 6 fois dans l'année, et que tous les autres matchs il faut quasiment les gagner, et ça il a été très bon là-dessus. Et donc voilà, cette compréhension du championnat plus cette sécurité de l'emploi a fait que il a pu travailler, je pense, dans les très bonnes conditions, et arriver à gagner ce titre, même si ce titre, et ça on l'avait dit dans l'émission, était quand même très tôt dans le projet Sporting. Ce titre de 2021, on l'attendait pas forcément, et c'est vrai que par rapport au titre de la saison dernière, il y a quand même une différence de domination du Sporting sur ses adversaires entre l'année dernière et le premier titre de champion. Il a quand même eu une certaine réussite. C'est pas pour dire que c'est pas pour aucun point négatif là-dessus, mais il a quand même une certaine chance et une certaine réussite, que ce soit son ascension à Braga à l'époque,
ou que ça soit ce premier titre avec le Sporting qui avait été quand même assez, un peu chanceux sur certains matchs avec ses victoires 1-0, très étriquées à la 90e minute, ça on en avait beaucoup parlé. Mais malgré tout, ces deux choses-là, tu vois, cette optimisation du plan A et cette sécurité de l'emploi, pour moi, on fait qu'il a pu travailler il a eu le talent pour travailler dans de très très bonnes conditions par la suite. Et de toute façon, il le répète souvent en conférence de presse, et c'est ce qui fait partie de sa communication qui est très bonne pour moi, c'est qu'il répète souvent que c'est un entraîneur qui est très chanceux. Il dit souvent comme quoi, voilà, qu'il y a pas mal d'entraîneurs qui étaient peut-être meilleurs que lui, qui sont passés au Sporting, mais qui n'ont pas eu cette chance, de gagner dès la première année, etc., et qui fait que cette chance et son talent lui a permis aujourd'hui je pense, d'être le meilleur entraîneur d'histoire du Sporting, du moins le meilleur entraîneur de l'histoire récente. Voilà, après ça fait partie du football, la chance, c'est comme ça, tu la provoques ou pas. Mais en tout cas, il le répète souvent qu'il se trouve très chanceux par rapport aux résultats aussi qu'il a eu, aux projets qu'il a eu, parce qu'il est toujours tombé sur des bons projets. Après, il faut avoir aussi la conscience intellectuelle pour bien les choisir. Mais en tout cas, oui, il sait que c'est quelqu'un de très chanceux. Mathieu, je vais rester sur toi, et après, Dani, tu donnes ton avis. Et t'inquiète pas, Mohamed, je t'oublie pas. On va évoquer ensuite le passage à Manchester, et ce sera là où tu pourras nous aider un peu plus. Sur son impact, là, on a parlé de son impact au Sporting, qui a été énorme. Son impact au niveau des résultats, au niveau de sa communication, au niveau de rassembler tout un peuple. Aussi au niveau de financier, parce que forcément quand tu gagnes, tu te qualifies en Ligue des Champions, tu rapportes des sous, tu valorises des joueurs aussi. Il a valorisé un bon nombre de joueurs, les Pedro Porro, les Ugarte, Mateus Nunes, Pedro Gonçalves, j'en oublie sûrement. Palinha, voilà, Gyökeres encore plus maintenant. Voilà, c'est un entraîneur qui a su valoriser énormément ses joueurs. Donc sur l'aspect financier, les Sporting peuvent pas mal le remercier aussi. Mais je voudrais aussi parler de son impact sur le football portugais, sur la façon dont il a influencé le football portugais. Alors ça n'a pas été une révolution, ça n'a pas été une révolution qu'on a pu le voir avec Pep Guardiola ou Johan Cruyff ou Saki dans d'autres championnats, mais je trouve que pas mal d'entraîneurs essayent de s'adapter aussi au football de Ruben Amorim, pas mal d'équipes essaient de ressortir un peu comme lui. Au niveau de la communication, bon, j'ai pas vu trop de gens vouloir lui ressembler, mais voilà, quel a été un peu son impact au niveau du football portugais, Mathieu, notamment voilà sur sa façon de communiquer, sur sa façon de jouer, et sur son approche aussi de la formation qui même si je pense qu'il parfois il met un peu trop de temps à faire confiance aux jeunes, c'est un joueur c'est un entraîneur qui n'hésite pas à lancer des jeunes joueurs très jeunes, comme on a pu le voir avec Thiago Thomas, Eduardo Quaresma, Giovanni Kenda maintenant, Dario Esugo qui l'a lancé à 15 ans ou à 16 ans. Voilà, je voudrais un peu avoir ton avis là-dessus, Mathieu. Moi, dans le jeu, je peux pas dire que c'est lui qui a révolutionné le jeu. Ouais, comment dire? Il a eu. C'est pas une révolution pour moi, dans le sens où, il y a un entraîneur qui utilisait déjà le 3-4-3 avec ballon au Portugal, et je pense que c'est même là où ça a commencé. C'était Abel Ferreira Braga bien 2 ans avant. Donc d'un point de vue du jeu et d'un point de vue même ce côté un peu ces mêmes dynamiques du 3-4-3, c'est pas lui c'est lui qui les popularise, étant donné qu'il entraînait un grand. Ça c'est vrai, mais c'est pas lui qui a inventé ça ou qui a commencé qui a amené ça dans notre pays pour commencer à mieux s'organiser. Et c'est vrai que en tout cas dans ces années-là, 2019, 2020, jusqu'à même la Ligue des Champions de Tuchel, c'était un système qui démontrait comme qu'il y a une sorte de petite révolution d'un point de vue de très bien s'organiser finalement dans un jeu de position. Et ça, c'est vrai que ça a influé. Mais si on prend un Luis Frère qui déjà au national à cette époque-là commençait déjà à utiliser ça. Donc pour moi, c'est pas lui qui révolutionne ça. Il a un peu plus de courage que la plupart dans les sorties de balles, c'est vrai. Que ce soit en Europe, il y a beaucoup d'entraîneurs portugais qui auraient pu, je pense, qui ont pu finalement avoir cette organisation-là, mais ne pas avoir autant le courage des fois sur certains matchs européens. Je me souviens des matchs face à Tottenham en Ligue des Champions, ou de certains matchs face au grand, le match face à Porto, le 2 partout, où il mène 2-0 très vite la deuxième saison. Il y a le rouge de Coates, mais la première, tout le monde s'attendait à que Porto gagne face au Sporting de Dragão, et il mène 2-0 à la pause, et sans le carton rouge de Coates, c'est que le Sporting ne perd pas ce match, et la course au titre en 2021-2022 est relancée. Donc il y a cette pointe de courage qui le différencie des autres, mais d'un point de vue du jeu, pour moi, si tu veux, je suis pas certain que d'un point de vue du tacticien et du stratège, je suis pas certain que Ruben Amorim soit 1000 fois meilleur que Luis Frère, par exemple. D'un point de vue des compétences, d'un point de vue il a eu la capacité il a eu la chance, comme tu as dit tout à l'heure, à avoir aussi parmi les meilleures individualités du championnat. Donc et aussi que les autres n'aient pas forcément
Et ça, je pense que c'est un point qu'on reviendra quand il va arriver en première ligue, c'est que certains entraîneurs ont peut-être des qualités, mais ont peut-être pas forcément les moyens de vraiment mettre à mal son plan A extrêmement bien optimisé au Portugal. Parce que pour moi, aucun plan A n'est réellement infaillible. Et pourtant, au Portugal, on a l'impression qu'il était infaillible. Parce que pendant 4 ans, personne. Il y a eu des défaites, il y a eu des matchs nuls. Mais globalement, il a toujours été extrêmement compétitif. Donc, pour moi, c'est pas été une révolution, mais le fait d'être au Sporting a popularisé ce système-là et a montré ses valeurs. La grande révolution. Pour moi, le grand point qui démontre que vraiment il a eu une influence, pour moi, c'est, comme tu as dit, dans la communication. Et comme l'a dit Dani, il n'y a pas eu d'entraîneur aussi complet, je trouve, depuis Mourinho que Ruben Amorim. Parce que dans le jeu, voilà, c'était très bon sans être une révolution. Et dans l'aura, le charisme, le leadership surtout, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a montré que on pouvait véritablement être un leader, la tête de gondole d'un projet et être finalement très porté vers ses joueurs, toujours là pour eux, toujours là pour leur valorisation, toujours là pour leur évolution. Et à partir de là, ça a été à la fois dans ce leadership qu'il arrivait à transmettre à l'extérieur, même si on n'était pas aux entraînements et même si on n'était pas dans le vestiaire. C'est un entraîneur qui est très proche de ses joueurs quand même, qui limite. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Donc tu prends ça plus la communication à l'extérieur qui était très rafraîchissante. Si on se remet à l'époque 2019-2020, on était nous dans l'émission assez critiques sur l'ambiance qu'il y avait au niveau du Portugal et sur parfois aussi le manque de courage des coachs qui entraînaient les clubs portugais. On n'avait pas ce discours avec la première saison de l'âge, mais on avait ce discours par rapport à l'âge, dans le sens on voulait quelque chose d'un peu plus rafraîchissant, d'entraîneurs qui parlaient plus de jeu, qui montraient plus d'intérêt pour le jeu au Portugal, parce que quand tu entraînes un grand, tu es naturellement exposé et donc tu peux avoir une bonne exposition. Là, je le faisais. Là, je le faisais en première saison, oui, c'est ce que je dis. Tu vois, c'est un peu à cette époque-là où on se disait que c'est bien, on a des entraîneurs rafraîchissants qui nous parlent un peu d'autre chose que les Jesus Conceição, qui étaient quand même dans une communication assez virulente et parfois assez dans la confrontation. À Mourinho aussi, il y a peut-être une différence avec l'âge et Conceição, pour parler de eux, enfin, Jesus, Schmidt, parce que sinon on a fait la collection. C'est que Mourinho, il arrive à un moment où on parlait de ces clubs qui sont en pleine transition au niveau de leur présidence, de leur direction, plutôt. Et Mourinho arrive déjà sur une nouvelle version où on fait plus trop attention à qui gouverne le club, entre guillemets. Et il est pas en train de protéger plus vraiment de se projeter sur un projet sportif et vraiment de travailler, et tout le monde est un peu valorisé. Ils vont perdre Hugo Viana, ils perdent Ruben Amorim, dans un an ils perdent certainement Gyökeres. Je veux dire, tout le monde est valorisé et tout le monde part dans des grands clubs. Amorim attrape, on va dire, prend sur ces 4 ans, prend un Benfica qui change de président pour des affaires de corruption au sein de son club. On voit là un peu la danse des différents coachs. Je pense que la période finalement la plus intéressante pour lui, c'est quand il est confronté peut-être à un Roger Schmidt. Mais par exemple, pour ces 100, on était plus sur, même si c'était un coach performant et non, mais c'est peut-être son plus grand rival, je pense, au Portugal. En termes, je pense que on va dire la politique de chacun des grands a totalement impacté aussi ce niveau-là et a peut-être creusé l'écart, parce que je sais pas si on a peut-être un Bruno là sur 3-4 ans. Il a pas le même charisme qu'à Ruben Amorim, mais je pense qu'il apporte aussi ce vent de fraîcheur et ces idées-là. Et je pense qu'un Porto avec un coach qui est un peu aligné sur les mêmes idées, je pense qu'à Weber on aura à un moment donné, peut-être qu'on aurait eu, je sais pas, un Amorim peut-être différent au niveau de sa com, mais là en fait sa com elle a tellement impacté, parce que quand on faisait le contraste avec les autres, on se disait mais il y a un fossé énorme, et ce fossé énorme pour moi il est surtout causé sur le fait qu'il était dans un club qui avait une stabilité à ce niveau-là, alors que Porto, Benfica ont changé de président et récemment là. Après, Dani, je trouve que quand il arrive, le contexte est quand même bien compliqué, du sens où, comme tu dis, déjà il arrive avec l'étiquette béfiquiste, donc très très compliqué pour lui de se faire apprécier de la part des sportingistes. Mais surtout, il arrive aussi en quelque sorte comme la dernière tête de Varandas, où je pense que si Ruben Amorim se loupe, Varandas se fait sauter sur les élections prochaines, tu vois. Ouais, mais alors moi je suis d'accord, mais il est aussi dans ce truc du coup il a rien à perdre. C'est le pari du président, et donc si ça passe mal, c'est lui qui fait perdre la tête au président. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, oui, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après, qui sait que ça impacte plus à la fin? Enfin, lui, ça l'impacte d'une quelque manière, mais en fait, moi, je pense que lui, de son côté, il a une confiance en lui qui fait qu'il a pas peur de se jeter dans ce genre de défi.
faire à peine quelques mois à Braga et se jeter sur le Sporting, bah c'est pas tout le monde. Et là pareil, le move de partir du Sporting pour se jeter sur United, et il le dit lui-même, et toi et moi on en parlait en off, et on se l'était dit, le meilleur plan qu'il voulait, c'était pas récupérer un City ou un Ah oui, bah Liverpool. oui. Alors moi je pense encore aujourd'hui que s'il avait pu vraiment avoir Liverpool dans les conditions qu'il voulait, peut-être qu'il y serait allé. Maintenant je pense que vraiment l'idéal, et c'était un podcast, c'était Guillaume Cabral qui parlait en fait de Ruben Amorim parce qu'il est proche avec lui. Il expliquait que il avait toujours eu un coup de cœur pour ce club-là, qui saurait pas vraiment expliquer pourquoi, mais ça a toujours été un coup de cœur pour lui, United, et que finalement, il le dit lui-même en conférence de presse, il voulait ce contexte-là, il voulait arriver dans ce club-là à ce moment-là, parce C'est que ça. c'était vraiment le côté danger, le côté si ça marche, pas c'est que grâce à moi, mais en fait voir vraiment l'évolution et voir concrètement que son travail il a impacté le club de manière positive, mais lui comme son staff, comme les joueurs qui vont arriver, quand on le disait tout à l'heure, mais le Sporting il y a 4 ans, enfin choquant. Les joueurs qu'on pouvait retrouver dans l'effectif, et aujourd'hui ce qu'on voit du côté du Sporting, il y a très peu de joueurs à jeter, il y a quasiment personne finalement. Donc voilà, je sais plus. Mais pour le Sporting, c'est clairement la quatrième équipe du Portugal, hein, et au final, aujourd'hui, ils ont fait la meilleure équipe. Donc, Ouais, mais enfin, après, ce qu'on a aussi dit, c'est que quand on est au Portugal et que quand pas forcément, t'as pas besoin de forcément d'une montagne de compétences, mais quand t'as un brin de compétences, comme l'a Ruben Amorim, plus la sécurité de l'emploi qu'il avait, au Portugal, t'arrives à quand même à rapidement changer les choses. C'est-à-dire que tu remettre un peu dans la bonne, enfin, dans la bonne dynamique. Ça veut pas dire forcément qu'il aurait été, malgré tout ça, champion dès la première saison. Il a réussi à l'être. Mais, ce que c'est, voilà, il y a des conditions qui ont fait que, au Portugal, il a réussi assez vite. Mais malgré tout ça, ce que je voulais dire, peut-être le dernier point par rapport à ta question de départ, Alex, c'était, qu'il a aussi montré comment faire pour qu'un club portugais soit compétitif, euh, ait un véritable projet extrêmement bien construit dans ces années 2020, et d'arriver à être même compétitif en Europe et d'être compétitif avec des champions comme il a montré lors de ce début de saison, en laissant du temps, en laissant un entraîneur compétent travailler, en lui donnant, enfin en laissant assez de temps pour pouvoir construire un effectif à son image, ne pas de mieux gérer les crises, parce qu'au Portugal on gère finalement, dans les grands clubs, dans tous les clubs on gère quand même très mal les crises, et lui en a quand même eu une, il n'a pas eu beaucoup, mais il y en a quand même une, c'est que l'année 2021, 2022, 2023, il finit quand même quatrième du championnat. Alors pour moi c'est toujours à mettre en perspective, parce qu'il perd pas quasiment un match de la deuxième partie de saison, mais Braga avait de l'avance et a conservé son avance, mais globalement quand t'as été champion et que t'es en Ligue des Champions, il en parle cette année à la remise des trophées, je crois en août ou en septembre. Et les meilleurs coachs, il emmène son staff, il remercie tout le monde, et il reparle de cette saison-là en disant qu'il remercie le service com du club, parce que c'est eux qui ont vraiment aidé à ce moment-là à faire aussi la liaison entre lui, l'équipe et les supporters, pour que tout le monde continue à croire en lui et à son équipe. Et à ce moment-là, il y a vraiment eu un moment où ce mec-là, il arrivait en conférence de presse, il savait te dire ce qu'il avait fait de bien, ce qu'il avait fait de mal. Il a su être têtu aussi quand il a insisté sur le fait qu'il avait pas besoin de neuf. Et il y a un jour où il a dit, il a dit au journaliste, c'est vous qui avez raison. Il fallait un neuf. Aujourd'hui, on l'a pris, c'est que Gyökeres. Il avait toujours une communication qui, pour moi, faisait que, je sais pas comment t'expliquer, t'avais l'impression d'être avec lui dans le vestiaire. c'est ça. Il te disait, bah là, avec Nuno Santos, bah vous savez de toute façon, il sait comment je l'embête. Là encore aujourd'hui à l'entraînement, on s'est fâché, etc. Et il dit la même chose l'autre jour avec Pote. Il dit bah Pote, il s'est blessé. Ouais, je sais déjà qu'il est fâché avec moi parce que je m'en vais. Bon voilà, il voulait absolument jouer ce match. Il a une manière de tourner toujours les trucs qui fait que même pour nous, par exemple benfiquistes, c'était compliqué de lui en vouloir ou d'avoir. Bah, forcément, on a ce clubisme, on va trouver un truc pour lui jeter à la gueule, etc. Mais l'autre jour, il répond à une question, il te dit, bah le club de ton enfance, ça sera toujours le club de ton enfance. Mais j'ai appris à aimer le Sporting, j'adore le Sporting. Le mec, il t'envoie un compliment à gauche pour nous et un compliment à droite pour les supporters du Sporting, et personne ne dit rien parce qu'en fait, le mec gère hyper bien ça. Il aurait pu dire oui, si t'avais dit oui, bah je suis supporter du Benfica, je suis toujours supporter du Benfica, mais j'aime bien le Sporting. Ce serait peut-être mal tombé. Et il a toujours une manière de tourner les phrases et de communiquer, d'emmener tout le monde dans son sens, qui fait que c'est un monstre. Enfin, sur ça, c'est un monstre. Et même sa communication, là, quand il annonce son départ pour United, t'en as plein qui étaient contre ça, qui étaient très insultés et tout. Il explique.
Et à la fin, limite, t'as tout le monde qui dit bon, bah, ok, il a raison. Tu vois, genre en C'est, mode bon, mais ok, c'est c'est bon, quand ok, tu, on quand a tu, compris. enfin, quand tu dis les choses et que tu les dis honnêtement et que tu Ouais, laisses pas des non-dits et que tu mets pas quelque chose sous le tapis. Bon, je suis complètement d'accord avec Dani. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de supporters de Sporting qui, avant la nomination et même quelques heures après la nomination United, voulaient absolument qu'il dégage tout de suite. ouais, il Mais y a vraiment, presque. qui voulaient pas du tout qu'il reste jusqu'au 11 novembre, Ouais, qui voulaient qu'il dégage tout de suite. Et après sa conférence de presse, ils sont tous dit, qu'il reste jusqu'au 11 Et ils ont hyper bien, enfin, ils ont fait hyper bien chier, géré mais ça ils ont finalement. hyper bien géré ça. Là. Euh, Forcément, les résultats positifs et extrêmement positifs ont fait que oui, bah ça confirme le truc. Mais je pense que tout ça, c'était un climat, c'était un contexte. Ils ont mis les joueurs, je pense qu'ils sont encore plus sortis concernés. Ils voulaient encore plus lui rendre. Ça a permis au club de préparer la transition. Jean-Paul, tout le monde le savait, mais finalement, comment c'est annoncé, c'est fait de manière lisse. Maintenant, est-ce que ça a marché après ou pas? C'est plus dans ses mains, en fait. C'est ce qu'il a fait en tout cas dans ses mains, c'est qu'il a su partir en milieu de saison, en plein début de saison de son club, et que ça soit accepté par tout le monde et qu'il soit ovationné par tout un stade quand il part et soutenu par tous ses joueurs. Moi personnellement, j'ai jamais vu ça. Moi, ouais, déjà, moi, juste, dans mon club, j'ai jamais vu un coach partir correctement du club. Et ça, on en avait parlé déjà avec Mathieu sur, je sais plus si c'était en podcast ou autre, mais la manière dont tu quittes un club, ça doit être salué déjà et par, l'héritage que tu laisses aussi, l'héritage que tu laisses dans ce c'est club. ça. En fait, le mec avait toujours ce truc de parler du futur sans lui. Et je connais Mm. pas beaucoup de coachs qui font ça. Il parlait et Jean-Paul, il avait déjà expliqué une ou deux fois que, attention, peut-être un jour il viendra prendre ma place en rigolant. Mais c'est ce qui s'est passé. Et en off, c'était ce qui était préparé. Et donc, il avait pas juste ce côté égoïste de se dire, bah, moi, un jour je pars et après c'est leurs histoires. C'est un jour je pars et tout ce que j'ai construit va servir à quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui prendra le relais. Après, est-ce que la personne qui viendra fera aussi bien le travail ou est-ce qu'il va se louper, ça sera un flop monumental? Il aura il aura les clés en main pour tout faire correctement. Mm. Et ça, encore une fois, c'est un tout. Et je rejoins ce que dit Mathieu, c'est pas forcément un génie, un technicien qui est un génie. non, Je pense à Georges Massiel qui parlait de Zerbi l'autre fois en expliquant que c'était pas forcément un grand coach. Et je pense que de plus en plus, c'est ça, un grand coach, c'est pas juste l'aspect tactique, c'est finalement tout le quotidien au sein d'un club. C'est sa relation avec le board, sa relation avec le coach. Alors, je dis pas que Ruben Amorim, c'est le coach ultime, mais à 39 ans, il dégage forcément quelque chose qui est pas normal, qui est spécial. Et lui qui a toujours dit qu'il voulait faire une meilleure carrière d'entraîneur que celle qu'il a eu en tant que joueur, il est déjà en train de le faire et il a que 39 ans. Donc c'est pas normal. Dani, tu voulais rajouter quelque chose sur l'impact qu'il a eu sur le football portugais ou on peut passer du coup au passage à Manchester United? Non, globalement on a fait le tour, hein. Franchement, on a dit. Ok, bon, du coup, Mohamed, c'est là où on va avoir besoin de toi, de ton intervention. Bah, forcément, son passage à Manchester United qui est peut-être le plus grand club anglais et peut-être aussi l'un des plus grands clubs au monde, sûrement l'un des plus grands clubs au monde. J'ai tendance à dire que pour moi, mais c'est totalement subjectif, il y a le Real Madrid tout en haut et ensuite il y a Manchester en termes d'aura, en termes de prestige. Donc ça fait toujours plaisir de voir un entraîneur portugais arriver dans ce club-là. Ma première question, Mohamed, c'est tout d'abord les raisons de son arrivée et surtout les attentes qu'il y a autour de lui sur cette saison notamment, mais aussi sur la suite. Au niveau des raisons de son arrivée, déjà forcément, il y a l'échec Ten Hag qui a amené tout ça. Donc, avec ce que vous connaissez déjà, donc un gros problème au niveau de la régularité de l'équipe, où à part les 2 trophées dont il se vantait continuellement en conférence de presse, il n'y a jamais eu une réelle dynamique, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats. Et donc c'est ce qui a amené à son départ, qui aurait déjà même être dû fait dès cet été, mais apparemment faute de remplaçant, ça a été repoussé jusqu'à l'inévitable, donc le mois dernier. Au niveau du choix d'Amorim, vous le connaissez évidemment plus que moi, je vous ai entendu parler, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, en tout cas, ce qui me réjouit le plus, ce qui m'enthousiasme le plus par rapport à son arrivée, ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est au-delà du tacticien, parce que je pense qu'à ce niveau-là, tous les entraîneurs ont le bagage tactique, on va dire similaire, mais ils ont tous la base tactique qu'il faut pour entraîner. C'est surtout, moi, le charisme qu'il dégage et cette capacité qu'il a à inspirer les joueurs et à les embarquer dans quelque chose, dans une idée commune. Ce qu'on avait complètement perdu avec Ten Hag. Il était vraiment insipide, en fait. Tu sens que son message pouvait pas spécialement passer au-delà des erreurs tactiques de ce qu'il propose en termes de formation.
mais tu sentais qu'il y avait un vrai déficit au niveau de comment embarquer les joueurs avec toi. Et moi, je pense que c'est un des arguments principaux qui ont fait que la nouvelle structure du club, parce que faut pas oublier aussi que c'est le premier coach qui a réellement été choisi par Ineos, donc c'est un choix fort de leur part. Donc, je pense que c'est vraiment l'argument principal qui a fait qu'il a été choisi, cette capacité à embarquer les joueurs, parce que même d'un œil extérieur, moi, je vous avoue, le Portugais, à part en Ligue des Champions, je ne le regarde pas forcément spécialement, mais c'est quelque chose qui a toujours un peu attiré mon attention. C'est que le mec a un charisme assez impressionnant, et voilà, cette finesse, cette capacité qu'il a en conférence de presse à te faire dire que ok, c'est lui le patron. Et là, on l'a vu, moi je l'ai vu particulièrement depuis sa nomination. J'ai suivi avec attention cette conférence de presse et tout. Il se laisse pas, comment dire. Il y a eu une conférence de presse? Non, je veux dire conférence de presse avec le Sporting depuis okay. qu'on sache qu'il arrive à Manchester. Et justement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il aurait pu tomber dans le jeu des médias anglais où il se met à parler de Manchester et se laisser tomber dans le panneau. Et au contraire, il a mis des barrières très strictes en disant voilà, moi je termine d'abord mon boulot au Sporting avant de me concentrer sur Manchester. Et rien que ça, en fait, moi ça m'a beaucoup plu parce que ça montre que quelqu'un qui a une ligne directrice et qui s'y tient. Et donc voilà, moi c'est le premier rapport un peu comme ça que j'ai avec lui, et c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup pour la suite. Et quelles sont tes attentes du coup pour lui, notamment sur cette année, parce qu'il reste quand même une grosse partie de la saison à jouer, mais aussi forcément pour la suite. Qu'est-ce que tu attends un peu de Ruben Amorim? À court terme, on va dire que ça va être un peu compliqué vu l'état dans lequel il récupère l'équipe. Pas tant au niveau comptable, parce que finalement on n'est qu'à 4-5 points du top 4, donc la saison est loin d'être foutue. Mais il y a des gros, il y a des gros fondamentaux de jeu et d'esprit collectif en fait à retrouver. On a une des pires attaques de PL. Avant le match contre Leicester, on en a mis 3 qui nous a dû nous faire un peu remonter. On était la 19e attaque de Première Ligue avec 8 buts marqués. Défensivement, l'arrivée de Van Nistelrooy a rééquilibré un peu statistiquement, mais sous Ten Hag, il était défensivement l'une des pires équipes et offensivement l'une des pires. Donc il y avait vraiment rien qui allait. Moi, j'attends de lui, je dirais que une qualification en Ligue des Champions, c'est encore totalement jouable. Donc moi, c'est ce que j'attends. En fait, finalement, au-delà du classement final, il dépendra de l'équipe qui reprend et de ce qu'il arrive à insuffler immédiatement. C'est surtout retrouver, de faire en sorte qu'il insuffle immédiatement l'esprit collectif qu'on a perdu depuis trop longtemps, et qui est une idée commune en fait dans l'équipe. C'est surtout ça, moi. Après, à la fin de saison, cette saison, elle est entamée. Il se passera ce qui se passera. Pour le reste, quand on voit le CV que vous en avez dressé avec le Sporting, forcément, ça inspire, et il y a des similitudes, tu vois. Tu te dis, bon, le Sporting, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné le titre. Nous aussi. Si ça peut aller aussi vite qu'avec eux, ça serait incroyable. Mais oui, de toute façon, à Manchester, t'as toujours un an de latence, vu l'instabilité du club, où on se dit, ok, à la première saison, t'arrives, tu essayes de poser un peu tes marques, mais très vite, on attend de toi que tu gagnes un trophée majeur, parce que c'est ce qui est l'attente depuis 10 ans, en fait. Il y a des coachs qui sont passés, et pas des moindres. Et quand tu parles de trophée majeur, tu parles surtout du championnat ou Coupe d'Angleterre, Coupe de la Ligue? Non, surtout Première Ligue, c'est ça. Okay. Surtout Première Ligue, parce que c'est le meilleur témoin de régularité et de progrès sur une saison. Évidemment, il y a le prestige du titre. Et en fait, j'ai envie de te dire, même au-delà de gagner ou pas la PL, ne serait-ce que jouer le titre, montrer qu'on peut être là sur 38 journées, à être parmi les 2-3 meilleures équipes d'Angleterre. Et c'est vraiment ça où on espère, parce que c'est tellement longtemps qu'on n'a pas été. On n'a pas été dans une course au titre depuis trop longtemps. Après, gagner ou pas, c'est le jeu, et on voit que Liverpool a raté souvent le titre à 1-2 points. Mais tu sentais qu'ils étaient là. Et moi, c'est surtout ça, qui nous réinstalle parmi le trio de tête des équipes sérieuses et qui font peur, et où on se dit, ils sont là, ils sont dans la course, et ils peuvent, c'est un candidat sérieux et crédible au titre. Donc c'est pas forcément le titre lui-même qui est l'objectif, mais plutôt de rivaliser jusqu'au mois de mai pour le titre. Exactement, c'est ça, parce qu'après il y a tellement de facteurs qui font que tu le gagnes ou pas à la fin. C'est surtout en Première Ligue.
Mais c'est vraiment ça, être là, être au contact des 2-3 meilleures équipes, et ça fera déjà un progrès énorme pour le club. Ok. Dany, je voulais revenir vers toi sur notamment les différences qu'il peut y avoir entre le football portugais et anglais, qui sont énormes. Je commence, Dany, et la question c'est penses-tu qu'il est capable de s'adapter à ce football qui est peut-être le plus dur au monde, le championnat le plus compliqué au monde, où le dernier peut battre le premier, on l'a notamment vu avec Manchester City, etc. récemment, où vraiment c'est un championnat qui est très compliqué, où il y a le Boxing Day, enfin c'est vraiment un autre univers. Est-ce que tu penses qu'il est capable de s'adapter à ce football-là? Parce que parfois tu penses être bon, on a notamment vu avec les joueurs qui rayonnent au Portugal, et quand ils arrivent en première ligue, bah c'est plus du tout les mêmes. Bah, je me dis, il a pas le choix. D'une part, il n'a pas le choix de s'adapter. Il a déjà la notion parce que quand il parle du match contre City, on lui dit, on le félicite, etc. Il dit non, mais United pourra pas jouer de la même manière. C'est-à-dire qu'il pourra pas subir sur la première partie comme a subi le Sporting. Donc il a déjà une image de ce qu'il souhaite du côté de United. Donc je sais pas si le réflexe de direct se dire, tout le monde l'a fait et tout le monde le continue à le faire, de des projections sur le futur 11 d'Amorim avec ce qu'il fait actuellement au Sporting. Pour moi, ça peut varier. Ça se trouve, on peut avoir bon, il a commencé, encore une fois, pour moi, son premier 11 marquant, c'était avec Pote en neuf. J'ai vu aujourd'hui qu'ils évoquaient peut-être Rashford en tant que neuf. Donc, je dis pas que ça sera ça, j'en ai aucune idée, mais moi, j'ai hâte surtout de voir son premier 11 et de voir ce qu'il va vouloir vraiment apporter dès le premier match. Et après, la différence du Portugal, c'est que 90% des matchs au Portugal, quand t'es le Sporting, tu domines. En Angleterre, faudra agir comme ça. Le souci, c'est que pour moi, je pense à Arteta quand il arrive à Arsenal, il prend du temps à tout faire marcher, à mettre les bonnes pièces, etc. Pour qu'à un moment donné, en fait, il ait vraiment ce cycle des victoires où le gars domine constamment. Il n'est pas allé chercher le titre à l'époque contre City, mais il y avait vraiment un Arsenal qui avait vraiment changé d'état d'esprit d'une année à l'autre, et ça se voyait dans les matchs et ça se voyait tous les week-ends. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, est-ce que le fait d'avoir cette période-là, parce qu'on sait qu'il va pas être champion cette année, on sait, c'est pas méchant de le dire, mais donc il a vraiment, pour moi, c'est justement cette période-là pour s'adapter et se tromper. Et ne pas avoir peur, ne pas être conservateur, mais vraiment apporter les idées qu'il souhaite et miser sur les joueurs qu'il souhaite garder et ceux aussi qu'il souhaite projeter. Parce que je pense qu'il ira chercher du côté de la formation. Je connais pas votre formation. Je sais pas s'il y a encore un autre joueur qui va sortir un peu de nulle part comme comment il s'appelle, Kobe Mainoo, Ouais. qui a un gros joueur, mais je pense par exemple qu'il va s'intéresser à un joueur comme lui, Ugarte, je pense que ça va être une de ses pièces majeures. Pour une Fernandes, Talo, tout ça, donc les Portugais forcément. Mais derrière, comment le 11 va se dessiner, on va voir s'il est très vite ambitieux. Je pense qu'il aura vraiment une envie de performer chaque week-end de la même manière. Mais je pense que ça, on pourra le voir qu'avec le temps, Alex. Sincèrement, je me dis que vu le garçon et vu l'ambition qu'il a et vu l'image qu'il a d'United, il fera tout pour être prêt pour. Il sait qu'il y a une différence abyssale entre le Portugal et l'Angleterre. Maintenant, il y a le facteur clé qui est l'expérience. Il l'a pas en Angleterre. Ça lui a porté peut-être des fois défaut au Portugal. Ça le fera certainement en Angleterre parce que même s'il connaît les championnats de loin, jouer tous les week-ends, voir comment ton effectif réagit tous les week-ends sur la période de décembre, etc. C'est pas la même chose. Donc, à voir. Après, nous, des fois, on a une sorte de mini Boxing Day aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mathieu, un peu, toi, du coup, sur la comparaison entre le football anglais et le football portugais, et surtout un peu les innovations tactiques qu'il devra mettre en place pour un peu, perforer un peu ces blocs équipes et performer tout simplement en première ligue, parce que, comme on l'a dit aussi, voilà, au Portugal, tu sais que quand t'es une grosse équipe, forcément, tu vas jouer la plupart du temps dans le camp adverse, tu auras le ballon, il suffit que tu presses un peu bien, un peu vite, que ton contre-pressing soit bien réalisé pour que tu récupères le ballon très vite, et si tu récupères le ballon très vite, très haut, t'as plus de chances de marquer, ce qui sera peut-être moins le cas du coup en première ligue, parce que forcément les équipes de première ligue sont peut-être plus capables de résister à un pressing. Voilà, qu'est-ce qu'il va devoir faire et pour un peu devenir très vite compétitif en première ligue. C'est la chose que j'attends le plus de savoir, de savoir comment il va s'adapter à ce championnat, parce que à la différence, si on prend peut-être les meilleurs entraîneurs portugais aujourd'hui avec lui, il y a, si tu prends du Paulo Fonseca, du Abel Ferreira, et on peut mettre encore dans cette liste, Sergio Conceição, je prends ces trois-là.
on est sur des entraîneurs qui au Portugal avaient quand même vécu des contextes largement différents dans les équipes B. Paulo Fonseca a commencé en D3, Belfer a entraîné en D2 pendant très longtemps. Sergio Conceição a commencé en Belgique en tant qu'adjoint et est allé quand même entraîner à Nantes. C'est des entraîneurs malgré tout qui avaient connu dans leur formation d'entraîneur des contextes où ils pouvaient être dominants, mais pas aussi dominants qu'un Ruben Amorim avec le Sporting ou avec Braga, où il a vraiment eu parmi les meilleures individualités. Il a vraiment le contexte pendant 4-5 ans a quand même été très similaire avec lui. Et je pense que c'est aussi pour ça que pendant quand même longtemps, peut-être jusqu'à cette année, en Europe c'était compliqué. On le disait, en Europe c'était compliqué. Quand il fallait préparer certains matchs, il fallait être là le jour J, où là tu sais que c'est pas 3 points, c'est une qualif au bout. Il a eu du mal. C'est vrai qu'il y a le match à Arsenal qui reste dans les mémoires, mais on parle d'un match où, comme c'est un peu le même degré c'est un peu ce qu'il a mis face à City. Tout le monde sur ce match à Arsenal avait mis en évidence la capacité de son équipe à défendre en bloc, et la capacité d'organisation et de coordination de sa ligne défensive qui était extraordinaire, ce qui est vrai. Mais ça a mis du temps à arriver à ce point-là pour avoir ce niveau-là en Europe. Donc quand même ces matchs contre Tottenham de mémoire, c'était pas si Tottenham c'était très bien. L'aller est très bien, le retour est plus compliqué. Mais c'était mal, mais ça, tu vois, mais il y a eu d'autres matchs. L'OM 2 fois, bon, il y a eu les cartons rouges, mais il y a eu des matchs en Europe qui ont quand même été compliqués. D'ailleurs, c'est son premier match à Braga face aux Rangers. C'est extraordinaire, mais il gère mal le match ensuite en termes de stratégie et en termes de changement à l'extérieur. Le premier match européen face du Sporting, c'est face à l'Asc, si j'ai bien, il est éliminé. Il est éliminé, voilà. Donc, ce que je veux dire. Le match contre Marseille aussi. Le match contre Marseille. Le match aller face à Dortmund, et les 2 matchs face à l'Ajax de Ten Hag, faut pas l'oublier. Donc ça a mis du temps. Donc quand l'opposition était Ten Hag, c'est ce que je viens de dire, mais bon, c'est grave. C'est pas possible, j'entends rien. Il y a un écho, quoi. Mister Dembélé ici. Excusez-moi, messieurs. Exactement. Donc j'ai perdu le fil, mais oui, donc ça a mis du temps. Là en Angleterre, et ça revient à ce que j'ai dit un petit peu au départ, c'est que là, les entraîneurs sont très compétents. Et il y a des entraîneurs très compétents au Portugal. Mais là, les entraîneurs très compétents en Angleterre ont les moyens de rivaliser. Ont vraiment des moyens. Quand tu vas aller à Ipswich, quand je vois le Ipswich McKenna cette saison, c'est peut-être le promu, mais c'est dur. C'est dur. Les mecs t'imposent un vrai défi. Et là, ce défi-là, tu vas l'avoir tous les week-ends jusqu'à la fin de la saison. Tu vas avoir le Boxing Day tu vas jouer une fois tous les 2 jours. Ça va vraiment le mettre au défi, et malgré tout il a pas cette expérience là. Moi je me souviens il y a 2-3 ans, et finalement le contexte n'a pas beaucoup changé. On avait fait un podcast à la mi-saison de sa 2e saison après qu'il soit champion, un podcast de mi-saison où je me souviens qu'on disait qu'il y a une rumeur Leipzig qui tourne parce que Leipzig venait de virer son coach. Est-ce que ce serait pas une bonne idée? Est-ce que ce serait pas une bonne idée de commencer à aller voir ailleurs, parce que malgré tout au Sporting il a fait des choses extraordinaires, mais est-ce que c'est un meilleur entraîneur qu'il y a 3 ans en termes tactico-tactiques? Je suis pas complètement certain. Il est meilleur, il a évolué, il a fait des choses, mais est-ce que c'est foncièrement un large meilleur entraîneur qu'il y a 2-3 ans d'un point à ce niveau-là? Je suis pas complètement certain, et je me dis que avoir potentiellement connaître un contexte un peu intermédiaire aurait pu l'aider, aurait pu me rassurer si j'avais besoin d'être très rassuré pour lui, puisque je suis pas non plus son plus grand fan désormais. Mais si je veux être rassuré, je me serais dit, va en Angleterre, va en Bundesliga, peut-être pas en Serie A parce que c'est aussi très dur d'un point de vue tactique, mais va dans un autre championnat en Liga pour voir un peu ce contexte un peu intermédiaire, et je continue à jouer l'Europe et tout ça. Donc là, pour moi, il y a un step qui est, et je finis Dani, mais il y a un step qui est quand même immense, je trouve, en termes, et je sais pas s'il en est complètement capable ou pas. J'attends de voir. Je suis très curieux de voir ça, de savoir ça. Après, faut avouer que il nous a toujours surpris, même sur ça peut être bête, hein. Et on en parlait dans ce même podcast, son niveau d'anglais, on n'avait aucune certitude, et on sait qu'en Angleterre c'est très important, et que Ten Hag a peut-être pas eu de l'opportunité avant en Angleterre à cause de ça. Peut-être que ça a joué aussi. Et quand tu l'écoutes, tu dis, mais encore une fois, il nous surprend. C'est quoi ce niveau d'anglais de fou? T'as joué au Portugal toute ta carrière. Entre guillemets, comment c'est possible? C'est possible. Il a développé ça. C'est ça, tu vois. Donc c'est ça. Donc il fait que nous surprendre. Donc j'attends de voir. Je suis vraiment très très curieux de voir ça en Angleterre. Mais le défi pour moi externe, dans le sens le défi face à ses adversaires en Première Ligue, il est vraiment très très important, parce que
l'appel à une compétitivité aujourd'hui qui vraiment n'est jamais vue selon moi sur les 15-20 dernières années. Moi, juste une question excuse-moi, juste très rapidement. Si je me mets à la place de Ruben Amorim, je pense être très spécial et je pense vraiment pouvoir être un très 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 grand coach. Je suis pas sûr de me dire que je dois aller à Leipzig, par exemple. Enfin, je me dis que si je suis vraiment spécial, je passe ce step, hein. Je suis d'accord avec toi. Tu prends je sais pas moi, un Slot ou un Hurzeler aujourd'hui en PL. Bon Slot il a juste gagné, enfin entre guillemets il a juste gagné l'Eredivisie avec Feyenoord. Il a pas non plus mis un match de européen. Hurzeler il était en D2 anglaise et pourtant il s'adapte très bien. Donc bien sûr qu'il a peut-être complètement cette faculté à s'adapter, mais ça reste pour moi un gros point d'interrogation. Plus que dans certains autres cas, dans certains autres cas d'entraîneurs qui auraient une expérience importante. Tu vois, Ten Hag, moi j'avais beaucoup moins de doute. Hein. En championnat, il écrasait tout avec l'Ajax, et en Europe, il était extraordinaire aussi par moment. Donc il y avait beaucoup moins de doutes, et pourtant il s'est cassé la gueule. Donc ça c'est juste que pour moi il y a des interrogations, et je suis encore une fois très très curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire en PL à ce niveau-là. Mohamed, j'ai une question pour toi, surtout au niveau de l'aspect du vestiaire mancunien. On sait qu'il est rempli d'ego et surtout d'ego surdimensionné. C'est des joueurs qui se pensent, je pense, être plus forts de ce qu'ils sont vraiment. Est-ce que tu penses qu'il peut réussir à gérer ce vestiaire, ou tu penses que ce vestiaire, à l'instant T, est totalement ingérable malgré n'importe quelle personne que tu mets dedans? Non, je pense que c'est récupérable, c'est gérable. En fait, je pense que le passage de Ten Hag nous a un peu noirci la vision qu'ont les gens et la mienne aussi par ailleurs, hein, de l'effectif et de la mentalité de l'effectif. Je pense que en fait, Ten Hag, son défaut principal, c'est qu'il était un peu trop scolaire. C'est-à-dire qu'il agissait un peu comme un professeur. Si un des éléments ne se comporte pas bien, il y avait une sanction, et on peut comprendre que ça puisse se passer comme ça. C'est difficile de lui donner tort. Mais je pense qu'un entraîneur, il doit avoir cette capacité être un peu plus, je dirais limite, un peu plus génial en fait, de trouver des ressorts plus complexes que erreur égale sanction. Comme il a pu faire avec Ronaldo, avec Sancho, qui était en tort indiscutablement. Et par exemple avec un Ronaldo, ça vaut le coup quand même d'essayer de trouver des ressorts chez lui, dans le club où il est revenu, dans le club où c'est une légende, ou d'essayer de trouver des ressorts, un peu comme pourrait le faire la référence absolue, c'est Sir Alex, c'est essayer de trouver autre chose pour faire revenir le joueur de ton côté. Et c'est là où moi j'ai espoir en Ruben Amorim, c'est que de ce que me laisse transparaître ce que j'ai vu de lui et de ce que vous en dites, c'est que ça a l'air d'être quelqu'un qui va chercher beaucoup dans le relationnel, dans l'humain, et qui n'est pas cantonné un peu à son rôle de surveillant, je dirais, où voilà, c'est l'entraîneur qui décide de tout et point final, 1 plus 1 égale 2 et on va pas plus loin. J'ai l'impression qu'il a cette capacité à s'adapter un peu à la situation de chaque joueur pour essayer de trouver des solutions. Et l'effectif de United s'y prête bien parce que t'as beaucoup de cas où en fait, typiquement Rashford, quand tu le vois à la longue, on peut penser à un problème de mauvaise volonté, d'ego surdimensionné, mais finalement, moi-même qui le critique énormément, finalement, c'est difficile de penser, quand tu le vois en profondeur, que c'est autre chose qu'un problème de confiance en fait sur la durée. C'est quelqu'un, en fait, sans l'excuser, hein, il a 27 ans maintenant, c'est plus un jeune joueur, c'est censé être un cadre de l'effectif, mais finalement, c'est un mec, c'était un crack au départ, qui a évolué dans des équipes de Manchester depuis maintenant 7-8 ans, qui n'ont jamais eu une structure stable, une idée de jeu commune, avec des changements d'entraîneur réguliers, qui donc ont passé de Solskjaer, qui était un entraîneur plutôt basé sur la contre-attaque et la liberté donnée aux joueurs, à Ten Hag qui vient avec une structure censée être beaucoup plus cadrée et scolaire, et en passant par Mourinho qui piquait constamment l'ego des joueurs. Plein de choses font que moi je pense que c'est pas perdu pour ces joueurs-là, et que avec un entraîneur comme Amorim qui être plus génial que ça, comme je disais tout à l'heure, peut trouver la bonne formule. Après voilà, faut pas se leurrer, il y a quand même un ménage à faire dans l'effectif, mais je dirais plus moi que c'est en termes de qualité que ça me dérange vraiment qu'en termes de mentalité. Okay. Moi j'ai jamais trouvé que les joueurs de United
comment dire, c'était eux qui coûtaient à l'entraîneur. Ils se sont toujours donnés à fond. On peut dire ce qu'on veut avec Ten Hag. Il a eu beaucoup de chance que ses joueurs l'aient jamais lâché. Parce que si ces joueurs l'avaient lâché, il aurait été licencié depuis bien longtemps et ils auraient jamais terminé sa deuxième saison l'année dernière. Donc non, non. Et je pense que vraiment c'est pour les joueurs qui ont un problème, c'est des problèmes de qualité. Et avec le management humain d'Amorim que je perçois avec ce que vous en avez dit, je pense qu'il pourra tout à fait faire avec ces joueurs-là. Il est récupérable, Anthony? C'est un bon exemple. Alors en qualité, on peut en penser ce qu'on veut, mais en mentalité, il a jamais posé un problème depuis qu'il est totalement placardisé et même moqué, tu vois, par toute l'Angleterre du foot. Tu vois, c'est devenu un mème, le mec. Et là, depuis le début de saison, enfin depuis, on va dire surtout le départ de Ten Hag, t'as Ahmad qui l'a complètement éclipsé. C'est-à-dire qu'on n'entend même plus parler d'Anthony. Et malgré ça, c'est le premier, tu vois, il y a Ahmad qui marque en Europa League la dernière fois, c'est le premier à le prendre dans ses bras. Bon, c'est peut-être des trucs un peu bateaux, mais je pense pas qu'en termes d'attitude, ça pose problème. Moi, Anthony, justement, techniquement, ça m'intéresse dans le 3-4-3 dont vous parlez d'Amorim. J'ai l'impression que, parce qu'il a des qualités athlétiques assez, c'est ses seules qualités, non, peut-être pas, mais athlétiquement et au niveau de l'intensité qu'il peut mettre et en termes de volume de jeu, j'ai l'impression qu'il faut pas complètement l'éliminer, Anthony, pour le poste enfin, c'est un piston, mais en tout cas à droite, pour l'homme du milieu à droite. J'ai l'impression que on s'en servira plus qu'on le pense. Il faut pas le mettre tout de suite à la poubelle. Parce que moi, d'ailleurs, c'est un truc sur lequel je voulais revenir. Il faut toujours faire attention au parallèle, mais la situation d'Amorim, là, elle me rappelle l'arrivée de Klopp, en fait, à Liverpool. C'est-à-dire que c'était au-delà de il arrive à peu près à la même période, il prend l'équipe mi-octobre, mi-novembre, dans un Liverpool qui avait plus d'idées, c'est Brendan Rodgers avant lui, avec une structure qui était complètement morte au niveau du recrutement, il y avait plus vraiment d'idées autour du club et tu voyais pas comment c'était possible de redynamiser tout ça. Et là, Amorim, moi j'ai le sentiment que au-delà des résultats et ce qu'il peut faire pour cette saison, ce qu'il peut faire, c'est tout de suite transformer United en équipe à intensité et faire de nous une équipe de transition. Et ça va être ça pour moi son plus gros objectif. Cette saison, elle doit être faite pour nous faire aller dans cette direction-là. Et avec la structure sportive qu'il aura, ça tombe bien parce qu'il pourra travailler avec des gens un peu meilleurs que les Glazers et Ed Woodward. Diriger le recrutement vers des joueurs calibrés pour ça. Ok. Parce que c'est vrai que pour revenir un peu au niveau du vestiaire, on n'a pas vraiment eu le cas de voir Ruben Amorim à gérer des stars en quelque sorte, parce que on va dire que les plus grosses stars qu'il a eu c'est Jérémy Mathieu et Slimani peut-être par rapport au palmarès, etc. Et au final c'est peut-être ces deux jours-là auxquels c'est le moins bien passé, on va dire. Avec Mathieu, on se rappelle d'une petite bouille qu'il a eue au tout début. Bon, ça a pas duré trop longtemps, mais juste voilà, Mathieu, comme il dit souvent, il y a un projet et le joueur qui veut s'écarter du projet, il sera pas convoqué le week-end. Là-dessus, Amorim est intransigeant là-dessus. Et Slimani, pareil, ça n'allait pas du tout, donc ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'est vrai que ça, c'est une question qu'on peut se poser, les garçons, notamment sur sa capacité à gérer des stars et des gros égos au sein d'un vestiaire qui peut parfois être compliqué. En fait, là, moi, je vais un peu sur sa carrière de joueur. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était très 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 apprécié dans les vestiaires et il a connu quand même à Benfica des gros noms, qu'on le veuille ou non. Et moi je me souviens d'un David Luiz qui l'appréciait énormément, je me souviens d'un Di Maria aussi qui l'appréciait. Quentrao encore là on parle avec beaucoup d'estime. Est-ce que après il a déjà eu des relations je sais pas comment dire, mais un ami qui avait vraiment un ego surdimensionné qui était problématique, je sais pas. J'ai pas ça en tête. Après, j'ai pas l'impression qu'United, après je peux me tromper, hein, moi du recul que j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment un cas surdimensionné. Je sais pas, à l'époque, on aurait pu dire Pogba et je vais même le dire dans une moindre mesure Ronaldo. J'ai pas l'impression qu'il arrive avec un vestiaire qui comporte de tels égos. Il en a, mais si Rashford c'est le plus gros problème et Anthony et Garnacho, parce que j'ai vu que récemment il y avait eu cette polémique où il festait pas son but et que
Bruno Fernandes avait défendu sur ça, etc. Par exemple, Bruno Fernandes aussi, ego, mais je pense que c'est un bon ego. Mais je suis pas hyper inquiet. Parce que derrière, en fait, ça sera plutôt aussi éliminer un peu les pièces qui sont moins importantes. Et c'est peut-être là où il faudra qu'il fasse attention. Parce que je pense qu'il saura aussi très vite les certitudes qu'il aura, les joueurs sur qui il va compter et qui il ne voudra pas. Mais peut-être qu'il pourra pas se libérer de tout le monde en janvier. Mais ça peut être là où ça peut causer un problème sur ton groupe, sur les joueurs avec qui tu t'entends bien, on va dire. Ok. J'avais une dernière question pour toi, Mohamed, du coup. C'est une sorte pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui attend Ruben Amorim à Manchester United en structure, en termes de direction? Qu'est-ce qui... Où il met les pieds, tout simplement? Alors, il met les pieds dans un nouveau Manchester, on va dire, avec sous la direction Ineos. Dans un Manchester où les rôles sont enfin répartis. Ok. D'ailleurs, on peut le voir directement au communiqué qui a été fait par Manchester au moment de son arrivée. Il a été présenté en tant que head coach et pas en tant que manager, ce qui était traditionnellement le cas déjà en Angleterre, mais encore plus à Manchester. Par exemple, Ten Hag, au moment de sa nomination, il était nommé en tant que manager. Donc là, head coach, ça signifie clairement en fait que il sera l'entraîneur de l'équipe première, mais que le recrutement et tout ce qui se passe aux étages au-dessus seront sous la houlette du club en fait, et que ça devra se faire en accord avec le haut. Donc, je pense que pour un entraîneur, même si ça peut avoir ses côtés frustrants de pas être le maître absolu du recrutement, ça peut avoir ses bons côtés parce qu'en fait, tu tombes dans une structure qui a déjà l'idée qu'elle veut des joueurs qu'elle veut apporter. Et il y a une continuité en fait. Il y aura une continuité dans le choix des joueurs et dans le type de joueurs et les profils qu'elle apporte. Et ça, c'est ce qui a beaucoup coûté aux entraîneurs précédents. Donc, il met les pieds dans un Manchester qui est beaucoup mieux organisé. Maintenant, voilà, tout ça, c'est du papier. Il y a des nouveaux postes, il y a des nouveaux dirigeants. Pour l'instant, on n'a pas encore vu les résultats de tout ça. Ça se met en place. Faut voir qui sera compétent, qui ne le sera pas. Faut voir si les profils recherchés par le club sont bien amenés. Mais en tout cas, il arrive dans une structure qui est bien établie et ça sera le premier entraîneur de United à bénéficier d'une structure aussi claire, on va dire. Puis j'allais dire depuis bien longtemps, mais en fait, ce sera le premier tout court. Ok. Parce que j'ai vu qu'il y avait, t'as le CEO, qui est donc Omar Berrada, qui arrive du coup de Manchester City. T'as un directeur sportif, un directeur financier et l'entraîneur, chose qui n'était pas vraiment le cas à l'époque, c'est ça? Exactement, ouais. C'est la première fois qu'il y a un organigramme Ok. si défini. Donc avant, en fait, ça partait direct, c'était les Glazers, Ed Woodward Ouais. et Ok. l'entraîneur. Et Ok. qui faisait sa petite wishlist et en fonction de qui pouvait acheter ou pas, ça venait. Et du coup, l'entraîneur d'après trouvait des joueurs qui ne ressemblaient pas du tout à ce qu'il voulait. Donc voilà, c'était un peu à la carte. Ok. Très bien. Merci pour ces précisions. Bon, les garçons, je crois qu'on a fait le tour sur cette présentation, en quelque sorte, de Ruben Amorim. Est-ce que vous avez un autre thème que vous voulez aborder rapidement, que j'ai oublié d'évoquer? Je veux dire à Mohamed s'il avait des questions à nous poser, peut-être, suite à tout ce qu'on a pu dire, ou si globalement c'était clair. Franchement, c'était très complet. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la partie donc sur sa personnalité et sa communication. Et vous en avez très bien parlé pendant la première partie. Et ça me rassure en quelque sorte parce que c'est ce qui m'avait plu. Donc, on est bien d'accord sur le fait que c'est pas tant tactiquement qui va révolutionner les choses, mais c'est surtout par ce qu'il apporte et qu'il apporte humainement et par son charisme et comment il peut emmener les gens. Donc non. Ah ouais, c'est pour le coup pour emmener les gens, il est tout à fait capable de faire ça. C'est vrai qu'il a été capable en quelques mois de rassembler tous les Sportingish tous ensemble, chose qui était très compliquée peut-être à l'époque. Et c'est vraiment moi sa communication, j'ai rarement vu ça au Portugal et c'était très rafraîchissant et c'est vraiment, je pense que au-delà du jeu, c'est plus sur ce point-là qui va me manquer. Plus que sur le football en lui-même, parce que c'est vrai que c'était peut-être personnellement c'était le seul entraîneur au Portugal que je m'amusais à écouter les conférences de presse avant le match et après match. C'était le seul pour qui j'allumais ma télé et c'est vrai que là-dessus il va vraiment manquer parce que c'était vraiment quelqu'un de transparent, honnête, qui parlait foot et je pense que c'est quelque chose d'important aujourd'hui dans le football. Donc là-dessus en termes de com, pour moi c'est vraiment un immense crack. Et juste un petit Même truc s'il y a eu des erreurs. Ouais. Il a fait son premier choix, qui va peut-être être déterminant ou pas, mais il a décidé de pas garder Van Nistelrooy dans le staff.
ça s'entend complètement, hein, s'il veut arriver avec son staff et bah, repartir d'une page blanche entre guillemets. Moi, j'aurais quand même voulu qu'il le garde pour garder un lien avec la future club de United, et surtout que Van Nistelrooy a été très apprécié des joueurs pendant son court passage là depuis cet été. Donc j'aurais pas trouvé délirant qu'il le garde. Bon, après il a fait son choix et j'espère que ça va pas se retourner contre lui comme Ten Hag avait pu faire avec Rangnick à l'époque. Il a pas voulu le garder. mais voilà, il a fait son premier choix fort, donc voilà, c'est déjà. Ah bah je pense de toute façon qu'il aura les mains libres un peu en quelque sorte, surtout sous ses premiers mois. Je pense que si pour partir du Sporting comme ça, où il a répété très souvent comme quoi il était dans le meilleur contexte possible pour lui, qu'il était très bien dans ce club, etc. Pour quitter ce projet-là à ce moment-là de la saison, alors qu'il a peut-être la meilleure équipe possible qu'il a jamais eue au Sporting, et qui pouvait faire de très belles choses, c'est que je pense qu'il y a eu quand même des grosses garanties. Oui, Il y a eu des grosses garanties. Et que voilà, après, je pense que lui aussi, il n'avait pas forcément envie d'avoir une épée au-dessus de la tête avec Van Nistelrooy, où tu savais que si ça se passait mal. Il y a surtout ça aussi. Ouais, surtout Van Nistelrooy, il a vraiment la tête de l'adjoint qui va prendre ta place, quoi. C'est pas, donc, c'est un peu ça le problème. Mais tu vois, parce que je suis complètement d'accord sur le fait que dans des staffs, enfin, quand t'es aussi, enfin, au Portugal, il connaissait extrêmement bien les contextes, même si il n'était pas supporter du Sporting, on sait qu'il avait une préférence pour les FICA, mais il savait à quoi s'attendre. Il n'avait pas forcément besoin de quelqu'un pour lui expliquer le contexte le contexte Sporting. C'est vrai qu'avoir potentiellement un adjoint, un ancien grand nom, mais qui serait pas un tel grand nom comme Van Nistelrooy, qui a déjà été entraîneur en plus et qui veut absolument sa place, et qui fait absolument ce poste, qui est peut-être son poste rêvé aujourd'hui, ça aurait pu faire sens. Mais c'est vrai que le nom de Van Nistelrooy en lui-même, ça me semblait très compliqué. Et sur un dernier point, moi je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que ça va donner avec Bruno Fernandes, parce que ils se sont ratés au Sporting à quelques mois près. Je suis très très curieux de voir ça, parce que encore une fois, c'est pas forcément, je pense, le type de meneur, le type de milieu offensif que Ruben Amorim adore. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils sont très très compatibles. Peut-être d'un point de vue des personnalités, je suis d'accord avec toi, Dani. D'un point de vue footballistique, je suis moins sûr. Je suis d'accord. Et j'attends de voir mais ça. Pour moi, pour moi, Bruno Fernandes a un QI foot qui peut vraiment le permettre de se réinventer sous Amorim sur ce qu'il va lui demander. Je te dirais pas que c'est son pote. Je parle du joueur, pas le fait qu'il soit ami. Merci. Mais je te dirais que pour moi, ça peut vraiment, peut-être pas son leader technique, je sais pas, mais pour moi, ça peut vraiment être son gros joker. Je pense que ça peut être vraiment sa pièce maîtresse. Là, tu veux dire qu'il préfère, pardon, excuse-moi, il préfère plutôt les manières de ballon un peu plus fin techniquement, tu veux dire, ou c'est... Moi, je serais plus dans le meneur, entre guillemets, assez scolaire. Mais c'est pas méchant de dire ça, tu vois. C'est le côté, enfin, soit Pedro Gonçalves qu'il avait au Sporting est un joueur qui connaissait exactement, enfin, il était devenu un joueur, parce que c'est vrai que sur les premières saisons c'était un peu plus compliqué parce qu'il était placé, tu vois, dans ce milieu intérieur offensif, donc pas vraiment milieu de terrain, mais plus intérieur derrière l'avant-centre. Et au début c'était un peu compliqué, mais au final, au fur et à mesure du temps, il s'est extrêmement bien adapté dans ce côté de savoir tout faire, c'est-à-dire de savoir quand est-ce qu'il fallait faire les bons appels, quand est-ce qu'il fallait bien attaquer la surface, quand est-ce qu'il fallait attirer sur la largeur un joueur, quand est-ce qu'il fallait attaquer l'espace à l'intérieur, la bonne dernière passe, le bon dernier centre. Et c'est vrai que pour moi, tu vois, c'est Bruno, plus, voilà, Bruno, c'est reste un joueur qui a besoin de liberté, qui a besoin de s'exprimer, qui est instinctif, parfois peut-être un peu trop, mais tu vois, et je suis pas, tu vois, et encore une fois, c'est ce que j'attends de Ruben Amorim, c'est que il va affronter des contextes qu'il a jamais affrontés, différents. Peut-être qu'il changera de système, je sais pas, peut-être qu'il va changer des choses. Enfin, ce que c'est vraiment de la curiosité de savoir que maintenant, il va avoir des scénarios qu'il a jamais vus avant. Beaucoup de scénarios qu'il a jamais vu avant, et de savoir comment il va les gérer. Et le cas Bruno Fernandes en fait partie, selon moi, parce que quand tu vois l'Euro de Bruno Fernandes, c'est vrai que ces derniers mois on disait avant avec le Portugal, avec Roberto Martinez, ça allait mieux, il était mieux. Mais finalement, quand le niveau s'est vraiment élevé à l'Euro, on a perdu Bruno Fernandes dans ce côté très positionnel, très respect des consignes, respect de mon jeu de position, tu occupes tel espace, tu fais tel ceci, cela. On sentait que finalement, quand le niveau s'élevait, il n'était pas dans les meilleures conditions et que finalement il a fait un Euro qui pour moi est insuffisant. Et donc là,
de la critique qui revient un peu souvent sur lui, qui est quand le niveau s'élève, même au-delà d'une histoire d'adversité en face, sur une saison entière en PL, quand tu le regardes, il y a une inconstance qui parfois donne envie de s'arracher les cheveux, quoi. Techniquement, des fois, par exemple, rien que sur moi, un des points qui m'énerve le plus en ce moment, les corners. Mais comment un mec de sa qualité technique supposée peut tirer les corners de cette manière? Il a des absences, des trous parfois des trous techniques qui peuvent énerver. Moi, je sais pas si je peux juste rajouter un truc aussi. Moi, je suis totalement d'accord avec sur Juan Fernandez. Hein. Je pense que c'est un des joueurs qui mérite le plus des fois en sélection. Quand tu sais ce qu'il est capable de faire, quand il est dans des grands jours et ce qu'il peut te produire des fois à des moments clés, bah ça te rend fou. Mais sur sa carrière, je pense que ça va être une des premières fois où il a vraiment un coach qui va vouloir, je pense, compter sur lui et qui a potentiellement tout d'un grand coach. Alors, je mets aussi Ten Hag, hein. Mais Ten Hag ça s'est passé à côté. Mais je pense que c'est la première fois, et si on avait Roberto Martinez et Ten Hag, il a jamais eu ça. Ah, il y a eu Jesus première saison au Sporting. Ça fonctionne bien. Oui, je peux l'entendre, hein, mais pour moi, ça reste encore. C'est un grand coach au Portugal. Et en Arabie Saoudite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que depuis cette saison-là, je trouve que finalement, il a pas eu de coach. Cette saison-là, il est très bon avec Jesus, pour moi. Oui, non, mais il est élu meilleur du championnat, enfin par beaucoup. Donc non, c'est pas ça. Mais depuis cette saison-là, je trouve que finalement, il a quand même eu beaucoup de contextes entre guillemets chaotiques. Tu prends le Sporting suivant, le Sporting, il est chaotique, c'est lui qui le porte sur le dos. Il est surperformant, il fait tout, c'est le danger majeur. Tu l'enlevais du Sporting, le Sporting ressemblait vraiment plus à rien. Mais tu vois, déjà qu'il ressemblait pas à grand chose. C'est le premier coach finalement qui est vraiment arrivé avec une structure, etc. Qu'on le veuille ou non. Et qui, pour moi, lui, à l'arrivée de Roberto Martinez, il a plutôt bien répondu. Je l'ai trouvé mais dans le jeu. Les matchs, je suis d'accord, mais si tu regardes les premiers matchs de Roberto Martinez, c'est des matchs à une adversité très faible. Je suis d'accord. En termes de contexte et en termes d'opposition, juste d'opposition. L'Euro est arrivé, c'était pas 1000 fois mieux. C'était pas pour manquer de respect à la Turquie et la République tchèque. Il a bientôt 30 ans, il a zéro référence en Ligue des Champions. Il connaît même pas les huitièmes. Je crois pas, je suis peut-être une fois, non? Il a fait une fois le huitième. Ouais, ça doit être ça. Ah oui, voilà, de Félix. Okay. Ouais. Donc ouais, depuis il y a United, ça a souvent été des contextes où peut-être pas, quand je dis chaotique, on dirait que ça a été à feu et à cendre, mais bon, Solskjaer est pas connu pour avoir été un coach extraordinairement fort tactiquement, qui laissait beaucoup de liberté à ses joueurs. Et globalement, Bruno Fernandes, quand tu laisses un peu les clés, il va faire ce qu'il sait faire et il a été globalement performant parce que il en est là aujourd'hui. C'est toujours, enfin, c'est l'œuf ou la poule, tu vois, c'est quand tu laisses les clés à Bruno Fernandes, est-ce que ça devient pas automatiquement un jeu je suis d'accord avec toi, moi maintenant. Ouais, un peu plus forcément bordélique vers l'avant. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, quand tu vas lui donner, le jour d'après, il t'envoie tout en touche, il tout les contrôles. C'est ça. Donc aujourd'hui, demain, viable sur 38 journées. Non, surtout en PL, c'est pas viable. Non, donc demain, quand tu laisses juste les clés de, je sais pas moi, de la cave ou de l'appartement, qu'est-ce qu'il est capable de faire, quoi? Pour moi, c'est quelqu'un qui doit être entouré, tu vois. C'est quelqu'un qui doit être entouré, mais sur ses débuts, ça va être compliqué. Pour moi, dans l'effectif que je vois aujourd'hui, je suis persuadé qu'il fera plus confiance à lui qu'à Eriksen. Alors peut-être que Mason Mount, ça sera la révélation et que on va enfin avoir quelque chose de sympa. Ouais. Et que après, ça sera vraiment son atout. Il n'y a pas à craindre immédiatement pour ça. Enfin, c'est le cadre absolu de United. C'est le mec qui se blesse jamais, qui est toujours là. C'est capitaine. Hein. Voilà, je pense que il n'y a pas à craindre pour sa place en tant que tel. Mais c'est vrai que il a toujours un peu cette image de mec irréprochable à United et il est dans l'attitude, dans la mentalité, dans tout ce qui... c'est un gros professionnel. Hein. Mais moi, j'ai toujours ces réserves dans le jeu où, voilà, pour moi, comme on dit, je me dis toujours qu'il est parfois pas si compatible que ça avec un projet plus structuré. C'est exactement mes réserves. Tu vois, un Mason Mount pour moi est un joueur beaucoup plus Ruben Amorim compatible. Par contre, il y a tout le contexte autour qui fait que ça va être compliqué parce que t'en as un qui joue quasiment pas et qui est un peu à la rue et l'autre qui est capitaine de ton équipe et ta tête d'affiche depuis 6 ans, quoi. Donc moi je suis d'accord avec vous deux, mais en fait c'est justement pour ça que je me dis si c'est un si grand joueur que ça, BF,
bah, il est obligé de répondre présent à ce moment-là. C'est qu'il y a pas grand, moi, j'ai jamais considéré comme un grand joueur et je pense qu'il y a pas de grand monde qui le considère comme un grand joueur. Moi, personnellement, je le considère pas comme un grand joueur, BF. Tu le vois juste comme un bon joueur. Genre, Comme un pour toi, bon il a joueur. pas sa place dans Oh, le top 4 très en bon Angleterre. joueur, mais Non. Ok. Pour moi, non. Pour moi, un joueur Ouais, qui est si ça irrégulier, s'entend. qui a beaucoup trop de déchets dans son jeu comme ça, Ça s'entend. c'est compliqué. Et par contre, les trajectoires sont assez, enfin, si on se souvient, Bruno Fernandes arrive presque un peu 6 mois en retard à United, dans le sens, tout le monde le voulait à l'été 2019, enfin, tout le monde disait qu'il allait signer, qu'il allait signer partout un peu, mais surtout à United, et il arrive 6 mois après à cause du problème il rate trop de passes, mais finalement on est dans la galère, donc on le prend 6 mois après. Et Ruben Amorim, il arrive 3 mois après, alors que tu dis que United aurait pu l'appeler 3 mois avant l'été et reconstruire son équipe avant, parce que l'histoire un peu des 10 coachs qui ont été contactés, et c'est-à-dire quoi, t'as contacté tout le monde sauf Ruben Amorim, c'est bizarre, quoi. Donc, c'est, moi, il arrive dans des contextes assez similaires d'un peu de côté un peu chaotique, et on verra s'il est capable de réorganiser ce club-là, mais que ça soit en externe vis-à-vis de l'APL et de la compétitivité de l'APL, ça sera pour moi un énorme défi et je suis très curieux de voir ça, mais aussi en interne de savoir comment il va faire pour être vraiment la tête d'affiche de la restructuration d'United, même s'il est que head coach, pour moi il a aussi ce devoir-là d'être la tête du projet, parce que ce sera lui qui parlera tous les week-ends, avant et après match. C'est des défis immenses et je dis pas qu'il en est incapable, je pense qu'il en est tout à fait capable, mais je suis très curieux de voir ça. C'est quoi l'histoire des 10 coachs? C'était, je Mohamed confirmera, mais je crois qu'il y a une dizaine de coachs qui ont été contactés Ouais, pour remplacer Ten Hag cet été, un quoi. peu toute l'Europe cet été. Voilà, dont De Zerbi qui a montré son contrat à ce Ouais. qui paraît dans le vestiaire à Marseille. Regardez le salaire que j'ai refusé. Sympa. Tuchel a refusé, ce qui paraît. Mais même pour la com, je sais pas si vous avez vu là tout à l'heure, il y a eu les premières images un peu sur le compte officiel de United. Ça commence déjà, le mec il visite Old Trafford pour la première fois et il surprend un groupe de fans qui faisait également la visite. Et tu vois, donc dès le début, ça donne un peu le ton Ah, tu verras qu'il est friand de ça, hein. Enfin, ça plaît pas, tu vois. Moi, je trouve que des fois, c'est ce que je disais au tout début du podcast. Moi, il y a des trucs dans sa com qui des fois peuvent me déranger quand c'est trop, genre. Quand c'est trop lisse, quand il veut trop être parfait, des fois pour moi t'es obligé de te mouiller, soit t'es bon, soit t'es mauvais dans ton truc. Et une fois, enfin c'était en mai, avril-mai, en plein championnat, il prend un avion pour aller en Angleterre pour à ce moment-là écouter Liverpool et apparemment West Ham, mais de ce qui a été dit récemment, c'était que Liverpool et non pas West Ham, donc je sais pas si c'est vrai ou non, mais qui sera en plein milieu de 2 semaines pour le faire. Le championnat n'était pas, c'est quasiment bouclé. Moi personnellement, j'étais pas du tout fan de la com qu'il avait fait. Et je m'étais dit que par exemple, c'est passé là parce qu'à ce moment-là, on lui donne toutes les cartes. Je suis persuadé qu'à Benfica, il se fait trucider en place unique. Et je suis persuadé qu'il fait ça à United, il se fait aussi allumer complètement. Donc et il était revenu en s'excusant. Il avait fait une blague lors de la remise du trophée de champion devant les supporters en disant bon les gars, merci pour tout, hein, mais on va ranger tout ça parce que demain j'ai un avion à prendre, en faisant une petite blague comme ça. Donc voilà, il se permettait un peu tout ça. Il s'est retombé sur ses pattes, mais il y a des trucs qui des fois. Après, c'est vrai qu'il a cette faculté à apprendre aussi de ses erreurs, parce il a aussi ce recul de dire je suis pas parfait dans ma com, donc je m'améliore, etc. Il a aussi ce truc de dire je me suis trompé. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est plutôt à ça lui aussi. Franchement, mais ça, dans tous les cas, ça changera tellement de l'insipide de Ten Hag. Franchement que je pense qu'on lui pardonnera. Je pense que c'est culturel, hein, sur ça. Hein. C'est culturel. Oui, entraîneur, forcément, il y a des... On avait un entraîneur allemand au Portugal, ça collait pas, hein. Sur les trucs comme ça, sur une com trop lisse et où il y a pas d'émotion, il y a rien, c'est compliqué. Je sais que les entraîneurs comme ça, ici, t'as l'école Mourinho, nous, on adore ça, tu vois, c'est l'émotion, le sensationnel, c'est pas mal. Quand c'est bien maîtrisé, en plus, c'est parfait. Non, et surtout dans un championnat où tu dois te battre avec des monstres de tactique, mais aussi médiatique comme Pep, Klopp qui n'est plus là, mais des monstres comme ça. Il faut que ta personne aussi en donne et fasse kiffer ton public et en même temps fasse parler les adversaires. C'est une arme que dont tu peux pas te passer, je pense. Okay. Oui, merci pour ce podcast. C'est très intéressant. J'espère que les supporters de Manchester United ont pu en apprendre un peu plus sur Ruben Amorim. Nous, en tout cas, on a pu aussi avoir le mot d'un supporter et de voir dans quel contexte il va arriver et ça fait plaisir. Et on espère qu'en tout cas, ça va bien se passer parce que, comme j'ai pu dire
en préambule et au début d'émission, avoir un entraîneur portugais si jeune, si charismatique, si bon dans l'un des plus hauts clubs du monde, ça fait plaisir et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas ce genre d'entraîneur-là. Donc voilà, ça fait plaisir et on espère que ça passera bien. En tout cas, ici, on est très hypé et écoute, ça nous permettra de suivre un peu plus Manchester et cet immense club. Je vous remercie les gars pour votre temps. Merci Mohamed d'avoir accepté l'invitation comme ça. Merci à vous les gars, c'était un plaisir. Et écoute, merci à toi, merci à vous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, salut.